Interview entrepreneur avec comme invité aujourd'hui Mehdi, membre GITC. Comment vas-tu, Mehdi? Je vais bien, Fabien. Et toi? Écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne en tant qu'interview. C'est la première fois. On t'a vu forcément pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. On t'a vu sur le terrain à nos côtés depuis que tu as rejoint la team GITC. Mais c'est la première fois que tu vas répondre à nos questions en tant qu'intervieweur. OK, donc est-ce que tu es chaud? Moi, ouais, très très chaud, frérot. Ok, c'est parti. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Mehdi, tu as 51 ans, tu es papa de Fares qui a 18 ans, tu es fils d'ouvrier, tu as démarré l'entrepreneuriat à 28 ans, tu es franco-marocain, ta mère est française, ton père est marocain originaire de Tanger, tu es passionné de business, tu vas nous expliquer comment tu as démarré l'entrepreneuriat, pourquoi tu as rejoint GITC. On va en savoir un peu plus sur toi. On va te laisser la parole. Alors, Mehdi, première question. Explique-nous un petit peu ton parcours dans l'entrepreneuriat. Alors, mon parcours, tu vois, dans l'entrepreneuriat, en fait, comment ça a démarré? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours aimé faire du commerce. Donc, j'ai démarré par du petit business. Donc, acheter des petits lots de tout et n'importe quoi, de les revendre, etc., etc. Mais j'ai commencé vraiment très, très jeune, tout ça. Malheureusement, j'avais pas les moyens de lancer un business, lancer une affaire. J'avais un papa qui était donc ouvrier. Tout le temps, je lui disais, vas-y, papa, on va monter un business, on va monter une affaire et tout. Mais bon, lui, il était ouvrier, donc il avait peur, quoi. Son argent, il gagnait durement. Donc, il avait peur d'investir son argent dans un business comme ça, sans savoir pour lui si ça allait marcher ou non, même si moi derrière j'étais sûr que ça allait fonctionner. Bon, lui, il voulait pas, quoi. Il a toujours été réticent. Donc j'ai démarré par des petits boulots, j'ai fait des marchés à droite, à gauche, vachement jeune. Et après, j'ai démarré directement, j'ai travaillé dans des usines, dans des boîtes, en Belgique, notamment en Belgique. Pourquoi? Parce qu'on habitait côté, côté français, mais sur le fil, en fait, sur la frontière. Et les salaires étaient très importants. Alors, pour donner un ordre une idée de tarif à l'époque, c'était en francs. En francs, les gens gagnaient 5 000 francs et nous, en Belgique, on faisait entre 10 000 et 12 000 francs. Donc, on passait du simple au double. Donc, je me suis dit, ça, c'est l'option pour accélérer ma future ouverture de business. Donc, j'ai charbonné, j'ai travaillé durement. Je faisais vraiment beaucoup d'heures, 12 heures par jour, travaillais les samedis, les jours fériés pour booster la paye à la fin du mois. Le but, c'était d'arriver à pouvoir faire quelque chose. Et en fait, un jour, j'ai lancé ma première affaire, donc qui était un snack. Donc, j'ai lancé un snack en association. On a fait ça pendant deux, 3 années. Enfin, la troisième année, je la compte pas parce qu'elle était boiteuse, on va dire. On était en association. Ça s'est pas très, très bien passé avec mon associé. Donc, j'ai décidé de mettre fin à cette association. J'ai vendu l'affaire. Lui, je lui ai proposé de garder l'affaire. Il n'a pas voulu. On a vendu l'affaire. Chacun a pris ses billes et j'ai pris mon chemin. Et en fait, pendant cette période où j'avais le snack, j'avais un client. C'était un client, hein, la Seine, qui venait manger au snack. Donc, on a fait connaissance comme ça au snack. Il est venu. Et vite fait, on a sympathisé. On est devenus amis. Et avec le temps, on est devenus plus qu'amis. Donc, quand moi, j'ai arrêté le snack, il m'a proposé de venir avec lui dans sa boutique. Donc, je suis rentré avec lui dans la boutique. À l'époque, dans cette boutique, il vendait tout ce qui était un peu oriental, les chichas, les tapis, les théières, les verres à thé, tout ce qui était déco du Maroc. Forcément, on est d'origine marocaine, donc on en profitait en même temps pour vendre ces produits-là. Et tout à coup, un beau jour, on a tout essayé. On a vendu des autoradios avec écran qui sort, enfin tout ce qui arrivait, on essayait de surfer sur la vague. Et un jour, on a vu les premières mini-motos arriver. Donc nous, on ne connaissait pas du tout. Et on a vu ça chez un fournisseur qui avait ramené quelques pièces. Et on a commencé à vendre une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Et là, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose là-dedans. Il y avait un engouement, il y avait vraiment quelque chose Elle qui, se vendait à combien à cette époque, Mehdi, à au l'époque, tout début? au tout début, c'était vraiment pas cher. C'était dans les, si je dis pas de bêtises, dans les 80 euros, 90 euros. C'était quelque chose comme ça, tu vois.
Et là, de là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les premières petites 110 qui sont arrivées aussi, mais vraiment, c'était des 110 très, très fragiles. Tu la vendais, il roulait 2-3 heures, tout cassé dessus. Mais c'était quelque chose de nouveau. Donc, forcément, au niveau des quartiers et un peu partout, c'était très demandé. Donc là, on a eu de la demande, mais derrière, ça ne suivait pas, en fait. Le stock ne suivait pas, les fournisseurs ramenaient au goutte à goutte, tout le monde prenait à droite, à gauche. Et là, on s'est dit, en fait, il faut importer. Il faut importer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La scène est partie en Chine. Il est parti en Chine pour la première fois. Donc, il a fait le premier container et j'ai dit, écoute, il y a un truc, il faut de la pièce parce que c'est très fragile. Donc, il fallait des roues arrière, tout ce qui cassait. Donc, il avait fait le premier container et un container de pièces détachées. Il est resté à l'époque un mois. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de tout liquider ce qu'il y avait dans la boutique sans que lui le sache, tu vois, indirectement. Et quand il est revenu, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est fini. Je dis, l'avenir, c'est c'est les motos. C'est sur cette vague-là qu'il faut surfer, tu vois. Et nous, on s'est connus à cette époque-là, tu vois. Ouais, c'est moi qui a permis à la scène de faire justement ce Tout à conteneur fait. de pièces détachées, tout à fait. Ouais. Tout à fait, exactement. Du coup, on s'est connus à cette époque-là et on a commencé à travailler ensemble à fond. Hein. Comme on l'a déjà dit, on a travaillé jour et nuit. Hein. Nous, on se voyait, c'était tout le temps le soir. Forcément, la journée, on bossait, on vendait à fond et le soir, on se rencontrait, quoi. Et voilà. Et de là, la mini-moto, la 125, la 150, le quad, voilà. On venait chez toi, on échangeait nos produits. Toi, tu prenais des modèles que moi j'avais. Moi, je prenais des modèles que toi t'importais à l'époque. Et le business, on a senti que le business, à un moment, il commençait quand même un petit peu à, tu vois, ça commençait à s'essouffler parce qu'on avait inondé les marchés. Il y a eu les lois, il fallait enregistrer les véhicules. Alors, Alors, toi, tu as aussi, Mehdi, tu as aussi fourni énormément tout ce qui est la foire du trône, etc. donc, j'ai fait beaucoup la journée. On travaillait les boutiques, le Bon Coin, parce que ce que je dis pas, c'est que la journée, la scène était au magasin. Moi, je restais dans l'entrepôt. Je faisais une vingtaine, 20-25 ventes par jour. Les gens venaient même pas au magasin. Ils venaient directement à une station essence. Je les récupérais, je les ramenais à l'entrepôt. Et on faisait des ventes, plus tout ce que lui vendait en magasin. Et la nuit, on partait en livraison, foire du trône. Ouais, parce que ceux qui nous regardent, Mehdi, ils ont du mal à s'imaginer l'engouement qu'il y avait à cette époque. Ouais, c'était Mais énorme. tu recevais ton conteneur, de toute façon, les revendeurs, Attendez. tu déchargeais, tu chargeais en même temps les Tout. revendeurs. Hein, c'était pas Exactement. stocké, quoi. Exactement. Les gens venaient avec des remorques, des voitures. Les gens, tout le monde faisait un peu de business en fait. Hein. Tous les gens qui ils se disaient tiens, il y a un billet à gagner, ils venaient acheter chez nous pour eux aussi revendre sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes. Il y avait aussi beaucoup eBay à l'époque. Les gens vendaient beaucoup sur eBay. Et voilà quoi. Et à un moment, on a senti qu'il y avait quand même il y a eu le moment où il fallait déclarer les véhicules. Il y a eu quelques accidents et tout ça. Donc on a senti à un moment que il y avait moins d'engouement en fait. Donc on voyait que les ventes baissaient. Donc moi, je continuais, hein, j'aime bien le business, donc j'ai commencé à vendre quelques téléphones aussi dans la boutique. On me proposait des lots de téléphones, j'avais fait une vitrine téléphone. Et de là, je connaissais quelqu'un qui avait une boutique de téléphonie et il m'a sollicité, il m'a dit, voilà, écoute, moi le business, j'arrive pas trop, est-ce que tu peux venir rentrer en tant qu'associé et m'aider voilà, à faire remonter, à booster le business. Donc j'ai réfléchi, tout compte fait, j'ai accepté, j'ai arrêté de vendre les téléphones dans la boutique de moto. On a commencé à vendre dans la boutique de téléphonie. De là, on a ouvert une seconde boutique. J'ai ouvert une seconde boutique, pas très loin, mais dans la même ville, mais un peu plus haut, quoi. Et de là, comme une fois de plus, les associations, c'est très, très, très compliqué. L'association a mal tourné. Chacun, voilà, lui, je l'ai laissé dans sa boutique. Moi, je suis reparti dans la boutique que moi j'avais ouverte. Par la suite, lui, il a quitté les lieux, il est parti, ainsi de suite. Et voilà, et on a surfé sur cette vague de téléphonie mobile. Maintenant, ça fait 15 ans, une quinzaine d'années qu'on est dans la téléphonie mobile. Les motos et tout ça, on continue. Hein. Forcément, c'est plus ce que c'était à l'époque, ce qu'on a connu, parce qu'on a connu la folie. Mais aujourd'hui, c'est la téléphonie mobile. Et la téléphonie mobile, c'est un business qui marche très, très, très fort parce que tout le monde a un téléphone portable, des parents aux enfants. Tout le monde casse son téléphone portable, tout le monde veut changer, tout le monde veut protéger, tout le monde a besoin de consommables, hein, des câbles, etc., etc.
Et voilà. Mais ma boutique que j'ai créée, la seconde, je l'ai réalisée de A à Z. Donc il n'y avait rien, j'avais les murs et j'ai pris les mesures. Je suis parti en Chine, je suis resté un mois. J'ai fait tout ce qui est mobilier, panneaux muraux, marchandises, tout ce qu'il fallait. J'ai rempli le container. Quand le container est arrivé, ben, on a déballé, on a installé. Même les éclairages venaient de Chine, tu vois. Et voilà, et c'est parti, tu vois. C'est comme ça qu'on a lancé la boutique. Et au jour d'aujourd'hui, ben, on continue hein, sur les mêmes principes. Hein. Ben, je vais régulièrement en Chine ben, avec GITC, avec toi notamment, tu vois, pour tous nos stages. Et je continue à acheter mes produits en Chine en quantité pour de manière à toujours avoir des stocks et devoir passer le moins possible via des fournisseurs qui sont ici en Europe, que ce soit en France ou aux Pays-Bas ou en Belgique. Pourquoi? Pour les tarifs notamment, mais aussi en termes de qualité de produit, parce que moi j'essaye de cibler des produits haut de gamme, parce qu'il y a plusieurs qualités dans les produits, aussi bien tout ce qui est chargeur, coque de téléphone aussi. Et eux, ils ramènent du basique. Moi, j'essaye de ramener des produits un peu plus fantasy, des choses qui, voilà, que je sais, bon, avec mon expérience, je sais que, voilà, tel produit, si j'en prends 500, j'en prends 1000, il n'y a pas de problème, je sais que je vais les vendre. On n'est jamais resté avec énormément de stock d'invendus, justement parce que, sans vouloir me vanter, tu vois, je suis un très, très bon acheteur. J'arrive à jauger les quantités, en fait. Les années d'expérience. Mais est-ce que tu peux me dire aujourd'hui combien d'années d'expérience dans la téléphonie au total? Dans la téléphonie, 15 ans, là. 15 ans déjà, ça passe, hein. 15 ans. Ça passe très, très 15 vite. années. 15 années d'expérience dans la téléphonie. Alors, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit. J'aurais des questions à te poser, mais tu as démarré sur les marchés. Pour moi, c'est une très bonne école, les marchés. C'est même un peu faut, faut montrer les danses, faut se battre parfois pour avoir sa place. Qu'est-ce que tu gardes de positif, justement, sur le fait d'avoir démarré sur les marchés? Alors, ce que je garde de positif, c'est que j'étais très jeune et à l'époque, j'allais travailler, donc il fallait que je sois à 6 heures du matin au marché. Donc, de 6 heures jusqu'à, bon, généralement, vers 1 heure, c'était fini, on remballait. Et à l'époque, je gagnais 50 francs. Et pour moi, ces 50 francs, c'était donc aujourd'hui l'équivalent de 7,50 €. C'était comme si j'avais, tu vois, décroché 1000 euros, tu vois, c'était quelque chose. Et j'étais fier parce que c'est mes premiers sous. Et c'était dur parce qu'on travaille l'hiver. Donc, nous, notre spécialité, j'ai vendu beaucoup des gants, des écharpes, des bonnets, tu vois. Et c'était pas facile parce que bah, il y avait de la concurrence et il fallait y aller, quoi. Il fallait mettre tes produits en avant, attraper les clients. Tu vois, bah, tu connais un peu hein, les C'est une marchés. très, très, très bonne école. Sincèrement, c'est ce qui manque à tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat via Internet, via les sites Internet. Il n'y a pas le terrain et pour moi, les marchés, c'est la meilleure école. C'est loin d'être facile, mais Exactement. c'est une très, très bonne école pour apprendre le commerce, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et également, également le fait, j'aimerais que tu partages aussi, il t'a fallu combien de temps tu as mis pour ouvrir ton snack, tu as mis de côté, parce que beaucoup de personnes nous mettent dans les commentaires, ils nous posent des questions, combien d'argent il faut pour démarrer l'entrepreneuriat, ou alors comment je dois m'y prendre. Parce Mhm. que je dis toujours, nous on a démarré, on est des fils d'ouvriers, on a démarré avec un petit peu d'économie. Parfois il peut y avoir des prêts de certains membres de la famille, il peut y avoir également des associations. Toi, comment ça a fonctionné? Tu as mis combien de temps pour pouvoir avoir ton pécule de départ? Alors forcément, bon, je travaillais, on vivait à côté aussi, forcément, donc il fallait continuer à vivre, pas se priver de la vie, hein, faut profiter de la vie tous les jours, mais il fallait mettre de côté. Donc on va dire, allez, en 2 ans, 3 ans, j'avais réussi à mettre l'équivalent, tu vois, pour l'ouverture, parce que moi je suis quelqu'un de très très méticuleux, tu vois, quand je fais quelque chose, j'essaye de faire les choses bien, donc forcément je voulais du matériel neuf, frigo neuf, plancha neuf, la haute en inox neuf, les tables, le mobilier d'intérieur, tu vois. J'avais fait vraiment que avec du neuf. J'avais une cuisine aussi en arrière. Tu vois, j'avais la présentation avant et en arrière, j'avais une cuisine. Pareil, hein, tout en inox, forcément pour l'entretien. C'est voilà quoi. C'était franchement, c'est malgré tu vois que j'en ai eu une mauvaise aventure sur la fin parce que forcément ça s'est mal terminé. On a arrêté, mais j'en garde des bons souvenirs quand même
parce que de temps en temps, je rencontre des bons amis à moi qui venaient manger presque tous les jours chez moi et qui me rappellent ce souvenir-là en me disant, ouais, je me rappelle, il y avait une trace tu vois, sur la vitrine du frigo, tu sortais le produit, tu Alors, c'était nettoyais. quel type de snack, Mehdi, C'était un snack exactement? halal en fait. Un snack halal, pourquoi? Parce qu'ici dans la région, à la frontière franco-belge à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de C'était un snack halal. kebab, il y avait quoi Non, dedans? alors on a démarré sans kebab, on a démarré qu'avec de la viande fraîche. Donc c'était brochette de bœuf, poulet, Ok, la kefta. Tu vois, ok. c'était vraiment traditionnel, on va dire marocain. Et après, par la suite, on a installé le kebab. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait une personne qui était en face, qui avait une bête friterie. Quand on a ouvert, elle a commencé à nous espionner, tu vois, à essayer de nous parasiter. Donc j'ai dit, bah, je voulais pas faire kebab, mais comme tu veux jouer, bah, il n'y a pas de souci, je vais mettre kebab. Donc j'ai acheté 2 machines à kebab. J'ai mis kebab. J'ai un ami à moi qui est venu travailler, un Turc d'ailleurs, parce que c'est leur spécialité. Il faisait les broches maison? Voilà, on faisait les broches que. Trempé dans le lait la nuit, etc. Non, 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 non. Non, On ok, n'est pas arrivé à ce point-là parce ok, que on faisait que le week-end. Mais comme ok. on a démarré pour embêter cette personne, on avait fait des super promos. C'était genre un kebab acheté, le deuxième était gratuit. Donc on avait une queue de fou et les autres, forcément, bah, ils étaient vides. Il n'y avait plus personne chez eux. Tu Tu m'étonnes. vois? Mais ils ont voulu jouer à l'époque et bah, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Tu vois, j'étais plein d'embûches. J'ai dit, s'il faut les éliminer, on va les éliminer, tu vois. Et ça a fonctionné, donc on a gardé après le kebab constamment, tous les week-ends. On faisait le kebab que le week-end, tu vois. Poulet, on mettait une boule bœuf poulet, on faisait ça que le week-end. Mais la semaine, on restait sur nos traditionnels, tu vois. C'est ce qui était le plus vendu. Alors, je connais la réponse, on en a déjà parlé ensemble. Toi qui as fait les différents business, parce que voilà, on a eu des business physiques et par rapport à l'import-export aussi, comment tu comparerais le fait d'avoir un snack et l'import-export en termes de difficulté? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes totalement différents. Ton snack, même si tu sais pas au moment où tu vas ouvrir, il risque de t'arriver beaucoup moins de problèmes que dans l'import-export. L'import-export, c'est quelque chose où tu dois vraiment faire très très attention, être entouré des bonnes personnes. Donc, quand je dis des bonnes personnes, c'est les bonnes personnes déjà à qui tu vas acheter la marchandise. Ensuite, les personnes qui vont s'occuper de te faire venir la marchandise. Pourquoi? Parce que là, on parle directement de gros sous. Donc, un container, aujourd'hui, on en a vite pour des milliers et des milliers d'euros. Un Des snack, dizaines de milliers, tout à fait. ouais, dizaines de milliers d'euros. Un snack, tu risques pas grand-chose. Tu achètes, allez, 4, 5, 10 kilos de viande. Au pire, si tu la vends pas, Et c'est retracé quand on te compare des normes à l'import Chine avec des normes à l'alimentaire, c'est que vraiment, ça n'a jamais fait un conteneur de sa vie, tu vois. tout à fait, tout à fait. L'import-export, pour moi, c'est quelque chose de génial, tu vois, c'est quelque chose de super. Mais il faut vraiment suivre, il faut suivre les règles. Il y a des règles et il faut les suivre. Tricher, il y en a plein qui ont essayé, hein, il y en a plein qui l'ont fait, il y en a peut-être encore plein qui le font. Mais à un moment ou à un autre, c'est une chute qui fait mal et ça remet du coup en question tout ce qui a été fait pendant toutes ces années. Il faut être Et donc, sérieux. Il tout faut être à fait, sérieux. tout à fait. Surtout dans un système comme le nôtre, que ce soit français ou belge, c'est le même système. Je ne vais pas prendre Exactement. le système d'autres pays limitrophes, je ne le connais pas, mais vraiment, le système belge et français, il est très ressemblant. Ouais, Il faut être bon élève. Si tu veux pouvoir avoir des effets de levier, développer des entreprises sérieuses, parce que le but, c'est. Il y a un choix à faire. Soit tu veux rester un artisan toute ta vie, ou soit tu veux. Je pense que quand tu es jeune, tu as envie de construire, de bâtir un empire. tout à Bah, fait. tu vas avoir besoin justement de faire intervenir certainement des banques, des investisseurs, ou pourquoi pas même revendre ton entreprise à un moment où tu veux passer à autre chose. Il faut que les chiffres puissent vraiment correspondre à la réalité, sinon c'est invendable, tu es d'accord avec moi? Exactement. Exactement. Et on joue pas, parce que surtout après c'est se cramer. C'est se cramer une fois que tu es dans le collimateur, tu n'en sors plus, quoi. Exactement. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Au moment où il y a eu le Covid, d'ailleurs, nous, ici en Belgique, ils nous ont très, très bien aidés. On a été rémunérés
par rapport justement à nos déclarations, à nos chiffres. Donc tous ceux qui trichaient et qui déclaraient des chiffres vraiment bas, au moment du Covid, quand ils ont demandé les aides, ils ont eu des aides qui ont été basées sur leurs déclarations, tu vois. Et encore une fois de plus, c'est pour montrer, on a plus, je pense, on a plus à perdre qu'à gagner. En fait. Exactement. Tu te souviens, Mehdi, on avait un confrère, on va pas le citer, on avait un confrère qui, lui, avait décidé de faire de l'import en mode, on fait tout de manière le plus illégale possible, c'est-à-dire Ouais, tout il à fait. dédouanait avec de la sous-facturation, il employait des mecs qui étaient des clandos, on va dire, tu te souviens, les mecs même bossaient 24 heures non-stop pour 40 euros par jour, je crois, ils les exploitaient. Exactement. C'était Il les ça. exploitait, Mm. il faisait tout, la totale, quoi, tu vois. Ah, ouais. Au final, ok, il a fait du gros business jusqu'au moment où euh, Tous ils ces, sont tombés dessus, il était en prison, quoi. Ça a été très loin, quoi. exactement. Tout Donc, ce qu'il avait bâti à cette époque-là, tout est tombé. Hein. Tu vois, ils ont redémarré. exactement, exactement. Et je pense que si tu veux perdurer dans le business, il faut respecter. Il y a des règles. Si tu Exact. respectes pas les règles, il y a un moment, c'est comme si tu prends ta voiture et tu t'amuses à rouler à 180 partout. Il y a un moment où forcément, tu vas te faire flasher, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est clair. Alors, Mehdi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le business. Maintenant, on va passer sur le business Chine, Mhm. import-export, téléphonie, stage. On a beaucoup de choses à voir. Qu'est-ce qui te plaît, toi, Mehdi, dans le business de l'import-export? Pourquoi tu restes dans ce business-là? Alors, pourquoi je reste dans ce business-là? Déjà, je suis quelqu'un de très. J'aime le contact, tu vois. J'aime bien rencontrer à chaque fois des nouvelles personnes. J'aime bien que les nouvelles personnes, avoir aussi les idées des nouvelles personnes, parce que les nouvelles personnes arrivent des fois avec des projets qui sont phénoménales, des fois des choses auxquelles nous, on n'a jamais pensé. J'aime bien les défis, tu vois, et je trouve ça, voilà, et même, tu vois, c'est pas juste l'import-export, c'est l'import-export, et en plus, c'est cette chance de pouvoir aller en Chine. Tu vois, moi, quand je vais en Chine, je sens que je suis dans mon élément, tu vois, à l'inverse de certaines personnes, ils viennent en Chine, ils sont là, ils sont pressés de partir. Moi, j'aime bien me lancer des défis, je chasse, je vais voir partout, je cherche la nouveauté, tu vois, je suis un fouineur, quoi, un peu comme toi, tu vois. Et voilà, quoi, c'est. Après, il y a plein de choses. On pourrait en parler, je pense, pendant des jours et des jours, tu vois. C'est vrai Mais qu'on se sent l'import-export, vraiment bien, on se sent vraiment bien en Chine. C'est ouais, moi, je me suis toujours ressenti comme si j'allais en vacances quand j'allais faire du business, Mehdi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, détendu. Puis c'est un Disneyland pour entrepreneurs, je pense. Quand tu es passionné par le business, exactement. tu es au cœur voilà, de tout ce qui se passe, quoi. Et les Chinois, en plus, te mettent bien, tu vois, ils fonctionnent d'une façon, voilà, tu es très très bien accueilli, tu sais, hein, tu vois bien quand on va là-bas, à chaque fois on a tapis rouge, les restos, enfin on est dans le business, voilà, on est très très bien accueilli, tu vois, surtout avec maintenant avec GITC, quand on arrive, on a vraiment, il y a une image, il y a quelque chose, tu vois, ils ont envie de travailler, ils ont envie de faire des choses avec nous, tu vois. Et ça, c'est Très, très plaisant. bien accueilli parce qu'on est très respectueux. Et moi, j'ai Exact. peur parfois, Mehdi, je ne sais pas, je te demande ton avis. Moi, j'ai peur parfois de toute l'arrivée. Voilà, ça a simplifié beaucoup de choses, la Chine sans visa. Même nous, c'est beaucoup plus simple. On n'est plus embêté à se faire les visas. Mais par contre, il y a toute cette arrivée où tu as l'impression que tu as des gars qui sont sur Phuket et qui se disent, tiens, on prend un billet d'avion, on va traîner en Chine. Ils arrivent en short claquettes. Et ça vient, ça manque même de respect, on voit sur les stands, chez les fabricants. Et j'ai peur que ça vienne nuire à l'image une fois de plus, un peu ce qui s'est passé en Thaïlande, tu vois, que ça vienne nuire à l'image des entrepreneurs français. Je sais Ouais, pas si tu es de mon avis, je sais pas ce que tu en moi, penses. je suis du même avis que toi. Je suis un peu, je trouve ça un peu, ils prennent ça un petit peu à la rigolade, tu vois, quand tu vois un peu sur les réseaux, hein, que ce soit sur TikTok ou les autres plateformes.
Enfin, il n'y a rien. Je trouve que le discours, tu vois, c'est flou, c'est vague. On te met en avant quelque chose, tout à coup, c'est autre chose. Tu vois, c'est changeant. Enfin, ça suit pas un chemin, tu vois, bien direct. Et comme tu dis, le comportement là-bas de certains, il est un petit peu, c'est du manque de respect. Et nous, moi, j'ai toujours respecté. D'ailleurs, même, j'ai jamais eu aucun Chinois dans le business qui m'a manqué de respect. Je me moque pas, voilà, je vais sur un stand, si ça me plaît pas, bon on passe à autre chose, tu vois. Bon, si on m'insulte, forcément, je On rétorque. est, on n'est que Mais des invités, Mehdi, tu vois. exactement, On vient faire du exactement, business, on doit respecter le pays qui nous accueille. Je pense que tout à fait. on a Parce toujours qu'aujourd'hui, fonctionné comme ça. je pense qu'aujourd'hui, bon, ils ont enlevé les visas, bon, tout le monde a compris pourquoi. L'après-Corona, tu vois, il y a eu moins de monde qui est venu. Ils veulent relancer un maximum. D'ailleurs, même nous, au niveau de Guangzhou, j'ai jamais vu autant de touristes, sans parler business, qui viennent faire du tourisme. Tu as vu l'hôtel où on dort, il y a beaucoup de touristes qui sont là, hein. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient visiter Guangzhou, quoi. C'est simple, à notre époque, on va parler comme des vieux, mais même avant le Covid, en fait. Avant Covid, sur la foire de Canton, tu avais quelques personnes, je dis bien quelques personnes que tu voyais un peu en mode, c'était plutôt en mode australien, tu vois, les gars avec le t-shirt, le short, ils étaient là, mais tu te disais, ils n'ont rien à faire là, en fait. Ils sont pas ici pour faire du Ah, business, tu vois. c'est ça. Ah, ah. On te demande pas de venir en costard parce que forcément, la foire de Canton, si tu es un professionnel qui a un seul rendez-vous, tu vas avoir un fournisseur et tu t'en vas, ok, on comprend le fait d'aller. Mais sinon, quand tu tournes comme nous, c'est pas possible, c'est trop épuisant de se C'est balader en sûr. costume. Mais Bah tu non. vois, le truc de venir casquette, lunettes de soleil, short et naninana, la contrefaçon achetée sur Gonzo, enfin, c'est pas. Tu vas dans un salon, tu vas visiter un fabricant. C'est la même chose que lorsque tu te déplaces chez ton banquier, c'est des partenaires d'affaires. C'est des personnes avec qui tu es censé faire du business. Tu vois, nous, on fait pas grand-chose, on fait des polos. C'est pas grand-chose, mais on est Bien sûr. dans la même code couleur. Euh, on a un cadre. Là, on est organisé et ça, c'est une touche de professionnalisme. C'est des personnes avec qui tu vas faire du business. Je pense que tu as une image à respecter. L'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Exactement. Exactement. D'ailleurs, regarde au dernier stage au mois de avril, quand on avait les polos et qu'on est parti sur la téléphonie avec le petit logo, tu vois, ils pensaient tous qu'on était envoyé, tu vois, par la Canton de Fer pour faire un reportage au niveau de la téléphonie, tu vois, alors qu'on était en train de faire du contenu pour nous. Donc, on était encore mieux accueillis, tu vois. Et c'est pour ça aussi que chaque foire, il y a la télévision et les journaux chinois qui nous contactent pour Tout à qu'on fait. puisse faire une photo, une interview. Parce que Tout tu à vois, fait. on joue le jeu, on est sérieux, on est respectueux. Dans notre discours aussi, on est très, très respectueux. Bien sûr. Et revenons un petit peu à la téléphonie mobile, Mehdi. Tu nous as dit, voilà, c'est un business qui est porteur très intéressant parce que voilà, tout le monde a un téléphone. Toi, depuis que tu fais ce business, comment tu sens ce business? Est-ce que c'est stable, en augmentation, en diminution? Comment tu peux nous donner la température de ce business? Alors, nous, aujourd'hui, on est stable. Pourquoi on a eu, il y a quelques années, on a eu un pic, tu vois, c'était monté en flèche. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pic de flèche parce que forcément, à l'époque, on était beaucoup moins de réparateurs, beaucoup moins de personnes sur le marché. Et là, aujourd'hui, il y en a un peu plus, hein. Il y en a dans les centres commerciaux, il y a un peu tous les styles de réparateurs. Mais nous, on est stable. On est stable, tu vois. Voilà, on est bien. Franchement, on est satisfait. On a notre clientèle. On a de la nouvelle clientèle, tu vois. Voilà. Après, c'est le sérieux en fait. C'est le sérieux aujourd'hui quand les gens te confient un téléphone, c'est leur vie privée. Il y a tout dans le téléphone. Il y a toute leur vie. Il y a des choses indiscrètes, il y a des choses, tu vois, secrètes. Donc c'est très important. Donc les gens, quand ils viennent chez nous, ils vont pas aller ailleurs parce qu'ils savent que voilà, chez nous, c'est une maison sérieuse, tu vois, et même au niveau du prix, on est parfois un peu plus cher que nos concurrents
Je ne veux même pas appeler ça nos concurrents. Moi, je dis toujours nos collègues. Tu vois, c'est nos collègues. J'appelle pas ça de la concurrence. Nos confrères, quoi. Voilà, parce que dans le business, on a besoin de la concurrence. Parce que ça nous permet de nous remettre en question, d'améliorer notre façon de faire, même si des fois on pense qu'on est au top. Il y a toujours quelque chose qu'on peut changer pour être encore mieux. Donc on est un peu plus cher, ils nous le disent. Alors moi, je leur dis, vous savez, moi, c'est ma petite phrase, c'est pour savoir le goût que ça a, il faut goûter. Si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir. Donc forcément, le client, il fait 3-4 pas en arrière. Ils discutent souvent quand ils sont à deux, ils réfléchissent. Ah ben non, tout confiant, on va quand même le faire chez vous. Vous nous inspirez confiance. Tu vois. Donc ça aussi, ça fait partie ça fait partie du business. Tu vois, faut être vendeur, faut être accrocheur, il faut savoir, tu vois. Et moi, mes clients, ils me respectent et je les respecte et je reconnais tous mes clients. Ça veut dire que moi, le client, quand il est rentré une fois chez nous, ça y est, il est là, tu vois, il est scanné et donc forcément, il y a toujours un bon accueil, tu vois, chez nous, quoi. Très important, ça, c'était Dale Carnegie, Comment se faire des amis, qui expliquait que dans son livre, l'importance de retenir, moi je mets vraiment un mot d'ordre à retenir le prénom des personnes, c'est très important, Exactement. c'est un point extrêmement important dans le business pour vraiment briser la glace. Et pour faire un petit rebond, tu parlais de confrères concurrence, moi pour ma part, les confrères, ce sont ceux qui font le même business que nous, avec qui il y a des liens amicaux, tu vois, avec qui ça se passe bien. Et la concurrence, c'est ceux qui jouent au con, tu vois. Voilà, c'est ça. Ceux qui jouent au con, la concurrence, bon, bah, t'es là pour la battre. Par contre, les confrères, voilà, on fait le même métier, on est là, le soleil brille pour tout le monde. Il faut des confrères parce que ça te remet aussi en question, tu vois, tu as envie de t'améliorer, de remettre des choses. Sinon, tu dors sur ton laurier, tes lauriers, tu vois, C'est pas bon. c'est C'est clair. pas bon. Et Mehdi, Exactement. quelqu'un qui souhaite ouvrir une boutique comme la tienne, demain, moi, j'ai envie d'ouvrir. Tu peux nous donner le nom de ta boutique d'ailleurs? Mobile Center Pro. Ok, Mobile Center Pro. Moi, si j'ai envie d'ouvrir la copie de Mobile Center Pro, je dois investir combien? Alors, la copie, si vraiment tu veux faire la copie de Mobile Center Pro, aujourd'hui, il faudrait à peu près entre 20 000 et 30 000. D'accord, ok. Pourquoi moi à l'époque, quand j'avais réalisé tout mon mobilier, hein, les meubles, bon, j'ai des meubles de bijouterie en fait vitrés, c'est très très grand, il y a vraiment beaucoup de surface. Et les panneaux à l'époque, tout ça, ça nous avait coûté à l'époque 6 000 dollars. Aujourd'hui, on n'est plus à 6 000 dollars. Forcément, il y a eu une augmentation énorme, hein, des matières premières, du transport, etc., etc. Mais je pense qu'avec 20-30 000, je peux aider, on va dire comme ça, on va parler clairement, je peux aider moi à réussir à faire une Le copie. profil des personnes on va parler après de ton stage, justement, on va rebondir là-dessus. Le profil, pas le profil, on les connaît, il faut être entrepreneur, mais je veux dire le montant d'investissement que les entrepreneurs doivent être capables de mettre pour ouvrir une boutique en téléphonie. Tu conseilles combien, toi? Alors moi, je conseille de mettre ça un billet de 20 à 30 000. Après, on peut s'adapter. Ça veut dire que on n'est pas obligé de partir. Ça dépend de la surface de la boutique. On n'est pas obligé de partir sur du mobilier grand luxe comme moi j'ai fait. On peut partir sur du mobilier qui sera toujours aussi joli, mais une gamme en dessous. Et 20 à là, 30 cas, j'ai un truc vraiment dans la tendance. top, voilà, vraiment un truc top avec de l'éclairage, avec des LED, avec le nom de votre boutique gravé dans les comptoirs qui est éclairé. Enfin, vraiment quelque chose Je mets toutes les chances là, j'ouvre une boutique comme ça, je mets toutes les chances de mon côté pour réussir, on est d'accord. ouais, parce que justement, nous, quand un client n'est jamais rentré dans la boutique, quand il rentre, on l'entend murmurer de loin. Waouh, la boutique, elle est bien et ça sent bon parce que je mets un parfumeur là, tu vois, comment dire, un diffuseur d'ambiance là, tu vois. Le Et là, vrai diffuseur, c'est ça. ouais. Et là, ça accroche tout de suite le client. Le client se sent bien, tu Le vois, ça sent diffuseur, on est bon. d'accord qu'ils mettent dans les hôtels et les boutiques chinoises, Ça. hein. Pour D'ailleurs, ceux qui nous j'utilise regardent, le c'est pas le parfum. diffuseur que vous avez dans les magasins, c'est le vrai diffuseur. Et J'en ai d'ailleurs, ramené un pour ma j'utilise. sœur, c'est top ça. Ouais, Tu fais et comment pour j'utilise. ramener les bouteilles d'ailleurs, Mehdi? Alors, pour ramener les bouteilles, c'est compliqué parce qu'ils ne veulent pas trop envoyer. C'est un peu compliqué. Donc, il y a la voie en train, en fait. C'est un peu long, mais en train. En train, il n'y Ok. a pas de souci. On peut envoyer de Chine en train. Ça passe par la Russie et tout.
Mais moi, quand je vais en Chine, généralement, Tu en ramènes j'ai avec toi? j'en ramène avec moi, je recharge, tu vois, et je ramène avec moi. Et ça va, ça dure quand même assez longtemps, tu vois. C'est pas, ça part pas comme de l'eau, tu vois. Et Hmm. j'essaye de ramener des parfums qu'ils utilisent dans les grands hôtels, tu vois, ça sent vraiment bon. Et une fois que c'est imbibé dans le magasin, l'odeur, elle reste. Ah, de toute façon, quand tu tombes sur l'odeur qui te plaît, Ouais. tu passes devant un hôtel, là, tu as cette odeur, c'est top, Et, tu vois. et ça, c'est très, très important dans le business, c'est d'avoir un magasin où ça sent bon, où tout est bien rangé, aligné, où les couleurs La mémoire olfactile aussi, c'est quelque chose qui est voilà, les important. couleurs sont attrayantes et tout. Et les gens, quand ils rentrent, waouh, même s'ils rentraient pas pour acheter, ben, ils vont acheter quelque chose. J'ai déjà eu des clients qui me disent, je suis pas venu pour acheter, mais comme votre boutique elle est bien et vous êtes sympa, ben, tiens, je vais vous prendre un câble ou je vais vous prendre une coque. Alors qu'ils n'étaient pas rentrés à la base pour acheter quelque chose. Alors, ton prochain stage, Mehdi, il a lieu quand? Alors, le prochain stage, les dates, ce sera du 21 au 24 octobre. Donc, ça va durer, c'est 4 jours, hein, 4 jours intenses. Donc, sur ces 4 jours, on va faire plein de choses intéressantes, hein. On va visiter d'ailleurs une fabrique où là, on peut voir un peu les modèles de mobilier, ça donne des idées. On rentre aussi dans les bureaux, il y a toujours les architectes, ils sont toujours sur place, hein, ils sont là, ils sont en train les ingénieurs, ils sont en train de faire les plans, les conceptions en direct, en 3D sur les ordinateurs. On peut avoir une idée de comment concevoir ça. D'ailleurs, eux, ils vous proposent plusieurs modèles en fait. Ils ont plusieurs modèles, plusieurs budgets. Ils vous disent voilà quel budget vous voulez mettre. Vous voulez mettre 5 000 dans les meubles, ok, on peut vous faire un magasin pour 5 000. C'est pas un souci. Et là, Et on va voir un peu. tu proposes aussi ces machines, justement, à parfum, tu les proposes aux stagiaires? On peut, ouais, ça, ce sera le petit. Je trouve que c'est pas assez développé, moi, je trouve, hein, par rapport à la Chine, en France, c'est pas assez développé. Il faut Exactement. savoir, la mémoire olfactive, c'est très important dans le business, hein. On se souvient des odeurs. En Exactement. Chine, par exemple, si vous allez chez Mercedes, hein, toutes les boutiques Mercedes ont le même parfum. C'est ça. Les hôtels Hilton ont le même parfum. Enfin, ça, c'est Ouais. formidable, hein. Shangri-La, etc., etc. Chacun a son parfum, quoi. Et tu te souviens, on avait vu un décor vraiment sympa. Tu te souviens avec des containers. Exactement, hein, la belle boutique, là. Ouais. Ça, il Le show. faudrait combien, Mehdi, pour avoir ce genre de décoration? Alors ça, je pense que ce sera un petit peu plus élevé en termes de business parce que là, il y a du métal quand même. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Il y a du métal, il y a les systèmes de fermeture comme sur les containers. À mon avis, il y a un petit billet quand même supplémentaire. Tu vois, je me suis pas encore penché sur ça parce qu'on l'a vu dernièrement, hein, tu vois, cette boutique. Mais elle est vraiment pas mal. Tu vois, là, vraiment, je pense que les clients, je me mets à la place du consommateur quand il arrive et qu'il voit ça, boum, ça. Bah, nous, on a eu cet effet-là, on est rentré, waouh, on a eu le flashy, tu vois, ça nous a tapé directement à Tout à l'œil. fait. Il est pas mal ce nouveau bâtiment d'ailleurs qu'ils ont Il a été ils ont il mis, hein. était complètement délabré, hein. Il a fermé pas mal d'années, il a été refait de A à Z en fait. Bah, ils étaient obligés, hein, il n'était plus du tout aux normes de sécurité. Alors je C'est pense bon qu'un signe. jour, ouais, C'est ouais, bon ouais, c'est signe. bon Que signe. le business, s'ils investissent justement, c'est que le business est encore en place. Exactement. D'ailleurs, je pense que même un jour, le bâtiment New Asa Building, là, c'est le plus grand, là, où il y a toutes les voitures des boss garées et tout, là. Je pense que celui-là aussi, un jour, ils vont devoir le fermer pour le rénover parce il est plus aux normes de sécurité, hein. Alors, Mehdi, ce stage, les stagiaires qui vont participer, tu en prends combien avec toi? Alors, non, moi, j'en prends 4, 5 maximum. Pourquoi? Euh, la téléphonie, il y a beaucoup de choses à voir. Si on est un trop gros groupe, euh, ça va être compliqué. Je préfère prendre 4 5 personnes et leur donner, je suis tout seul, donc je leur donne 100% de moi-même en fait, hein, parce que je suis quelqu'un qui m'investit énormément. Donc tout ce qui me passe par la tête, mes idées, après ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils veulent. Mais moi j'essaye de leur donner un maximum d'idées. D'ailleurs, on a fait le premier stage au mois d'avril. Et bon, il devait y avoir plus de participants. Il y en a 2 qui ont désisté, enfin qui ont reporté, mais on Sur l'a la fait à deux. session,
On sur l'a la fait, session d'octobre, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as que 3 places de disponibles, Mehdi. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et on a ils étaient super contents parce qu'en fait ils étaient deux avec moi, donc on était trois. Donc pour nous déplacer, c'était l'idéal. Ils voulaient poser des questions, etc., etc. On a pu faire beaucoup plus de visites. Vraiment, on a exploité les journées, les 4 jours, on les a exploités du matin au Alors, soir. Quand... j'aimerais, moi, rebondir sur quelque chose, Mehdi, parce que la téléphonie, c'est un métier qui demande une grande expertise, ok? Ce n'est pas mettre une coque ou mettre un écran en protection, etc. C'est bien plus technique que ça. Et moi, j'aimerais vraiment insister, si vous êtes intéressé par ce business, Mehdi, il a 15 années d'expérience. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je vais vous faire une vidéo sur la téléphonie, je pourrais jamais rentrer comme Mehdi sur une expertise. C'est pas mon domaine, j'ai pas cette expertise-là. Là, vous bénéficiez vraiment de quelqu'un qui est dans le business. C'est-à-dire, déjà, il est au courant de tout ce qui se passe. Il y a un nouveau téléphone, il est au courant de comment démonter le téléphone, qu'est-ce qu'il faut. euh, Parce qu'on voit, par exemple, du contenu Mehdi sur TikTok, sur les réseaux. Tout à fait. Mais 80% de ce qu'il y a dans, par exemple, le New Asia Building, ils sont incapables de te dire à quoi ça sert. Si Exactement. tu n'es pas dans ce business, les machines, les petits composants, parce que bon, le business, c'est pas vendre des coques, hein. Le business de la téléphonie, c'est pas ça. C'est une partie Non, du business, mais c'est pas ça le business, quoi. D'ailleurs, tu ne peux pas, je pense sincèrement, m'a dit que tu ne peux pas conseiller des personnes si tu n'es pas dans ce business. C'est trop technique et spécifique. C'est comme la musculation, me dit. Si tu n'es pas exactement. dans le business du fitness, ça va être compliqué de vendre des équipements de musculation. Tu as vu, c'est très technique. Tout à fait. Chaque domaine, chaque niche a ses spécificités. Et là, vous bénéficiez de l'expertise de Mehdi, parce que j'ai une question, Mehdi, justement, à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, de quelqu'un qui arrive, qui va dans ce building, qui décide d'acheter des coques et qui va prendre 2 ou 3 modèles de coques, qui décide de faire du business avec 2, 3 modèles de coques. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment une possibilité de faire du business de cette manière-là? Aucun. Il y a Impossible. trop, il y a trop d'acteurs, trop de monde. Alors déjà, pour vendre des coques, même s'il ne voudrait pas les vendre en physique, déjà, il ne va pas pouvoir en prendre deux, trois. Il va falloir en acheter vraiment une panoplie énorme parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles, hein. À l'époque, iPhone, il y avait 2 modèles. Aujourd'hui, ils en ont 4. Quand on prend un modèle de coque, des fois, ça peut aller jusqu'à 15, 20 coloris sur un modèle. Ça va très, très vite. Donc, les coques, il faut les acheter vraiment, c'est par milliers. Je rigole pas, c'est vraiment par milliers les coques. Donc, ils vont rien faire. Ils vont bricoler. Ils vont en vendre peut-être dans le quartier, aux amis, à droite, à gauche. Et ça va Mais leur rester sur. ils vont rien faire. Nous, au jour d'aujourd'hui, pourquoi on arrive à vendre de l'accessoire? Parce qu'à côté, on propose de la réparation. Donc, quand le client qui vient et qui a cassé son téléphone, il répare. Quand il a réparé, il a envie de le reprotéger. Il récupère neuf, un nouveau film, une nouvelle coque, et c'est reparti. Tu vois, c'est pas juste vendre des coques. Il y a des sites qui vous proposent que des coques, mais c'est Voilà, pas mais le site qui va te proposer que des coques, il a peut-être 10 000 références de coques, Mehdi. exactement. Toi, tu arrives, par exemple, parce que le mec va te dire, oui, mais moi, ça, par exemple, là, ils vont te trouver un nouveau modèle de coque, nouveau design. Ok, c'est ce modèle-là. Tu les entends tous avec les produits gagnants, les nanana, tu vois. Mais comment tu vas faire pour la vendre? Tu vas la poser sur Amazon, t'as zéro chance. C'est déjà les Chinois déjà qui la vendent. Il y a du monde. Il y a du Les, monde. les Chinois la vendent déjà en direct de Chine. Mhm. Donc, si tu n'as pas, toi, ta propre plateforme ou ta propre boutique ou ton B2B ou des choses comme Non. ça va être très, très, très délicat pour la vendre, quoi. Et le client, je pense que le client, la coque, il la veut tout de suite. Tu as quelques clients qui commandent sur Amazon qui attendent 3 semaines pour une coque. Mais moi, j'ai déjà eu des clients qui viennent en magasin et qui me disent je vais recevoir mon téléphone, je veux la coque avant d'avoir le téléphone. Ils veulent mettre la coque au moment où ils déballent, tu vois, leur appareil. Et ils ne veulent pas Exact. attendre 3 semaines ou sur toutes les plateformes, Temu, etc., etc. Tu vois. Après, on en revient au même, il y a des qualités. Les gens, ils ne peuvent pas connaître, ils voient une coque comme une simple coque. Mais une coque que tu vas acheter au marché et une coque que tu vas acheter dans une boutique, comme par exemple chez nous,
ce ne serait pas du tout la même. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'achète les produits de meilleure qualité, en fait. Et, et ceux qui nous regardent, qui sont peut-être hésitants, qui ont envie de se lancer dans ce business, il faut savoir que Mehdi, c'est quelqu'un qui, tu l'as dit d'ailleurs dans une vidéo, mais je me permets de le répéter, hein, c'est quelqu'un qui vraiment qui prend le temps. Il vous accompagne, il prend le temps, chaque détail a son importance, il monte votre business, hein, il est à vos côtés, dans la sélection des produits, dans votre projet. Et vraiment, il s'attarde sur les petits détails, c'est très important. Et il maîtrise son domaine. Il va pas vous faire acheter des choses qui vont vous rester sur le dos. Et il a aussi ses partenaires avec qui il fait du business de longue date. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, vous avez plein de sortes de qualités, comme il a dit Mehdi. Et sur Guangzhou, vous avez même des fournisseurs qui vous vendent des produits que vous pourrez jamais utiliser. Vous serez emmerdé avec. Vous serez emmerdé avec. C'est de la copie. Il y a plein de choses à savoir, les amis. Vous savez, l'expertise, l'expertise, ça vous permet d'éviter. Un, vous allez marcher sur les pas de Mehdi et vous allez éviter de reproduire les erreurs que Mehdi, bah, lui aussi, il en a commis des erreurs. Et moi, je Exactement. suis contre l'idée de vous dire allez en Chine et faites des erreurs. Non, c'est des pertes de temps, c'est des pertes d'argent. Allez plutôt avec des personnes qui ont l'expertise, vous allez gagner des années et du temps. Vous allez avec Mehdi, c'est un accélérateur de business. Sinon, vous allez peut-être le faire. Il va falloir 2 ou 3 ans seul avec plein d'erreurs et plein de pertes d'argent pour commencer à maîtriser. Tandis que là, vous allez avec Mehdi pendant un stage. Par exemple, les bons fournisseurs, la boutique, le conteneur, ça part. On est lancé. Pour combien, Mehdi? Ton Le stage, tu peux stage, nous donner le prix, tu peux nous donner le prix? le stage, il est même pas. J'ai même plus le prix, là, exactement. Je dis pas de bêtises, c'est moins de 2 000 euros, hein, je crois. On est à 1997, c'est C'est ça? ça? Ouais, je crois Bon, attends. 1997 Ok, de tête. on fera une vérif alors. Je Je- mettrai les liens. Bah, allez voir dans les liens, comme ça, il n'y a pas Voilà, de ouais, il problématique. Vous allez voir faudrait dans qu'il les liens. soit On n'a pas tous disponible. les prix en tête. Voilà, on n'a pas tous les prix en tête. On n'a Non. pas, on en avait discuté, tu as vu de ça, on n'a pas voulu, moi j'ai pas voulu, tu vois, on a pris la décision, on voulait pas mettre un prix. En fait, on est entrepreneur, Mehdi, tu vois, parce Mm, que, voilà, on est les anciens, nous, on donne des messages sur les réseaux, et puis tu en as qui essaient de donner le contraire. Moi, je dis qu'il faut éviter de faire des erreurs, il faut se faire accompagner. Un accompagnement avec toi, c'est moins de 2 000 euros. Si tu vas en Chine, que tu commandes par exemple pour 3, 4, 5 000 euros de marchandises, et ta marchandise, ça se retrouve être de la merde avec laquelle tu as du SAV, tu perds 5 000. Là, exact. tu pars en Chine, tu fais un accompagnement en 2000, tu as le bon fournisseur, tu as les bons fournisseurs, tu as le bon app, tu ne perds rien, tu perds pas de temps, tu perds pas d'argent, tu perds pas ta notoriété avec tes clients, parce qu'imagine, tu ouvres ta boutique et tu vends des produits qui sont de mauvaise qualité, casse-tête, mauvais SAV, etc. Enfin, tu vois, tu as l'impression que certains te donnent des conseils, ils n'ont jamais fait de business, c'est pas possible, tu vois. Mm. Après, est-ce que c'est vraiment des conseils, tu vois? Moi, je pense déjà, ils sont quand je regarde là un peu, les trois quarts, ils sont arrivés là un peu, tu vois, un peu comme ça, tu vois. Ils se sont dit, bah tiens, il y a la vague, on va surfer, on va essayer de surfer sur cette vague. Et quand tu regardes même les produits qui sont présentés, tu as vraiment des fois de tout et n'importe quoi. Et on te présente ça comme la pépite, le produit. Ouais, moi, je pense que c'est des personnes qui n'ont jamais fait de notre business, tu vois, ils n'ont jamais fait. Et ils doivent se dire, bon, ils brassent, ils font beaucoup, on va essayer de voir si, mais en fait, il n'y a pas de secret, il faut de l'expérience pour savoir de quoi tu parles, Mehdi. Exactement, il faut de l'expérience, il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai eu des mauvais coups, hein, je t'avais déjà expliqué hein, l'histoire des écrans, parce que nous à l'époque, les écrans, on montait, on les achetait, on repartait avec dans nos valises. Et arrivé, on s'est fait avoir, on s'est retrouvé avec 500 écrans qui fonctionnaient pas, qui étaient neufs, mais qui avaient un problème de fabrication. Et là, il a fallu refaire revenir en arrière, reprendre un billet, retourner, trouver l'astuce parce que le chinois, une fois qu'il a pris les sous, c'est très compliqué de les récupérer. Donc, faire croire qu'on allait repasser une commande à l'époque pour qu'il nous change les écrans avec des écrans à la qualité à laquelle nous, on avait demandé, on avait payé. Et voilà, et partir sans lui refaire une nouvelle commande et aller refaire une commande chez la personne avec qui je travaille toujours aujourd'hui, tu vois. Voilà, j'ai voulu gratter, faire une économie de quelques cents à l'époque, quelques euros, on va dire.
Ça, on Et l'a répété plein de fois. Nous, si on a fait cette erreur, une petite voilà, économie parfois en Chine, c'est un voilà. gros problème, une grosse perte avec du gros SAV arrivé en Europe, les amis. Pensez-y, hein. Et Faut faire ça peut faire attention. très, très mal. Ça peut faire parce que nous, on a été capable de gérer ce problème. Mais tout le monde n'est pas capable. Il y en a plein qui auraient abandonné, ils seraient pas retournés, ils auraient tout Bien jeté à la sûr. poubelle et ils auraient fini, quoi. Surtout quand tu as vendu du motorisé, le SAV du motorisé, je Exactement. pense que c'est Ah oui. compliqué d'avoir pire que ça, je pense, Mehdi. Ouais, 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 bah oui. Sincèrement, Bah, à l'époque, hein, on a ah, ouais. essuyé les plâtres, hein, on a... Ah ouais, on en a eu, hein. On en a eu, hein. Alors, Mehdi, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous regardent, qui aimeraient se lancer dans le business avec la Chine? Quel conseil? Alors moi déjà, le premier conseil, je leur conseille s'ils veulent faire du business avec la Chine dans la téléphonie mobile, c'est d'aller prendre leur place directement pour le stage. Parce que pour 1997 ou 1998 euros, 4 jours avec l'hôtel inclus dedans, en plus c'est pas n'importe quel hôtel, c'est un bon hôtel, on est vraiment bien à l'hôtel, petit déjeuner et compagnie. Je les emmène pas dans les hôtels à 10 dollars ou 20 dollars, tu vois. Et je pense que si vraiment ils veulent faire du business, bah, qu'ils prennent le stage et ils vont en avoir pour leur argent et ils vont vraiment pas regretter de nous avoir choisi, en fait, d'avoir choisi GITC pour cette aventure parce que c'est vraiment une belle aventure. D'ailleurs, au dernier accompagnement, on avait vraiment j'ai eu deux profils différents. Un profil qui n'avait jamais fait la téléphonie, qui était taximan, et un profil qui était dans l'informatique, mais qui faisait pas trop la. Donc, à la fin du stage, j'ai quand même réussi à la personne qui était dans l'informatique à vraiment lui faire changer de vision, tu vois. Il me l'a avoué à la fin, c'était dur, parce que lui, il achète au goutte à goutte, tu vois, il achetait vraiment sur place. Et je lui ai montré que vraiment, s'il changeait sa façon de faire, il pouvait changer toute sa boutique, quoi. Donc à la fin, il m'a remercié, il m'a dit voilà, tous tes conseils et tout, ils ont été vraiment bénéfiques. Ça va m'apporter beaucoup de choses pour la suite. Voilà, quoi. Voilà, je vais rebondir là-dessus, Mehdi. On fait du business et quand on termine une journée, c'est bien de pouvoir se reposer dans un cadre agréable, confortable. Tout à fait. On est dans un cadre où on peut se promener à pied, on peut discuter, échanger avec les participants, loin du brouhaha justement de Guangzhou, parce qu'on a passé la journée dans les cartons, dans la foire, dans les usines. Donc on est content justement de pouvoir un petit peu cette nature, c'est paisible, on entend les oiseaux, ça fait vraiment du bien. On a un bon restaurant, on a un cadre qui est également très agréable. Il y a un salon de massage aussi dans l'hôtel où on peut aller se détendre. Ça, c'est extrêmement important. On termine la journée, on est dans un très bon hôtel. Il y a de l'histoire en plus. C'est ça bon, moi, c'est l'endroit que je préfère. Et en plus, on est pareil, on peut aller à pied. C'est idéal, c'est le quartier idéal pour aller faire le business. C'est pareil. On entend des personnes faire des vidéos de dire c'est tel endroit il faut aller. Mais tu vois, ça me fait. En fait, si tu veux, il y a tellement de choses qui passent, frère. Il y a tellement de choses qui passent sur les réseaux. T'as ta sonnerie de téléphone, je crois, Mehdi. Non? Non, c'est un message qui est arrivé Ah, sur une. Ouais, ouais. en fait, il y a tellement de désinformation de personnes qui sont arrivées là il y a un an, si tu veux, ils ont fait une fois la foire. Et ils pensent tout connaître, tu vois, du business avec la Chine. Que quand tu tombes dans ton fil d'actu, moi je bloque hein, tous les comptes comme ça, maintenant c'est terminé, je bloque parce qu'en fait, tu te dis non, mais c'est totalement faux ça en fait, ça c'est Mm. n'importe quoi. Ça. Tu te dis en Ouais, fait, alors, je suis pas un justicier, j'ai pas envie de commencer à faire du contenu en disant ça c'est pas que ça à faire, tu vois, moi j'ai les commandes à gérer. Mais en fait, exact. tu te dis, ceux qui vont commencer à écouter ces balochards, tu vois, mais ils vont aller droit dans le mur, tu vois. L'hôtel, l'hôtel idéal, c'est celui dont on a été tout au début et on a changé parce qu'il avait pris un petit coup de vieux. C'est ça. Où là, tu as 5 minutes à pied, je crois, de la téléphonie, c'est idéal pour aller faire ton business. Et même les plus gros grossistes européens en téléphonie vont à cet hôtel aussi. Hein. Ouais, Pour te ouais. dire, les gros Hollandais, les grosses têtes de Hollande sont Ah à cet bah, hôtel. on les a rencontrés là-bas, donc Tu vois, il n'y a pas de secret. Et bien sûr. ensuite, nous, où on est, dans la presqu'île où on est,
L'hôtel, il faut savoir que toi, tu as dormi dans cet hôtel à côté, tu vois, où Macron, quand Macron fait le déplacement, il va à cet hôtel. C'est Tu vois, clair. c'est vraiment, c'est l'endroit le plus agréable et le plus stratégique. Tu vois, t'es pas dans le bordel, t'es pas dans, puis on dort pas dans les trucs. Ah, la moquette, moi, j'ai dormi dans les hôtels à 30 dollars, etc. L'état de la C'est sûr. moquette, C'est sûr. c'est fini, ça, c'est fini, tu vois. C'est sûr. Et j'aimerais qu'on insiste un petit peu sur ton stage, Mehdi. Une personne qui investit dans une boutique, tu penses qu'elle peut rentabiliser son investissement en combien de temps? Bah, en fait, tout dépend de l'investissement. Maintenant, si la personne a investi Les 20 000, 20-30 000, par exemple. 30 000, si c'est bien géré, bien fait, en une année de travail, tu vois, bien, il y a possibilité sans problème. Dans les 20-30 000, Mehdi, c'est que l'aménagement de la boutique où tu as le stock Non, 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 et non, non. Il y a aussi du stock pour démarrer, il y a du matériel, il y a de l'outillage. il y a du Pareil, téléphone aussi ou il n'y a pas de téléphone? il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de Ok. téléphone parce que ça, c'est en, comment dire, toutes les boutiques qui font réparation, accessoires, tout le monde ne vend pas de téléphone. Moi, Le par téléphone, exemple, tu vois, je mets 30 000, par exemple, dans la boutique avec tout ce qui est en réparation. Je dois rajouter combien si je veux avoir du téléphone d'occasion, comment on appelle ça, recyclé, c'est ça? alors du recyclé, ouais, il y a tous les prix. Il y a tous les prix parce qu'il faut savoir, les gens aujourd'hui, pareil, quand ils voient un téléphone, il y a du reconditionné, en fait, téléphone Reconditionné, reconditionné. excuse-moi. Voilà, il y a des téléphones qui sont reconditionnés qu'avec des pièces chinoises et des téléphones qui sont reconditionnés avec des pièces d'origine. Donc les prix Ok. sont pas les mêmes du tout. Et après, tout dépend quel type de téléphone. Après, on peut aussi vendre de la gamme neuf. Aujourd'hui, il y a la gamme, par exemple, Samsung, qui fait la gamme des A, qui sont pas très très chers. Et un téléphone neuf en entrée de gamme, je crois, si je dis pas de bêtises, on doit être à 170, 180 euros prix client sur un Alors, téléphone neuf. il faut mettre combien sur la table en stock, Mehdi? Ouais, allez, moi je dis pour démarrer 10 000. 10 000 en téléphone. D'accord. Qui pourra 10 000, rapporter combien? Ça pourra quoi? rapporter combien? Ça pourra rapporter combien les 10 000 d'investissement? Alors, les 10 000 d'investissement, alors on va dire, admettons, si on fait 5 000 sur du neuf, 5 000 sur du neuf, euh, bon, on peut sur 10 000, on peut prendre 5 000 facile. Ok, d'accord. Et alors, on va revenir sur TikTok. Les téléphones à 100 euros, les iPhones en Chine, c'est quoi? C'est vrai? C'est faux? C'est Non, quoi? il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, tu vois, et je voulais la mettre sur TikTok, et après j'ai dit, bon, allez, on va pas, tu vois, on va pas rentrer dans ce jeu-là, on n'a pas de temps à perdre. D'ailleurs, quand on était parti au dernier stage, on était parti, j'avais dit ben, au stagiaire, je dis, ben, écoute, vas-y, trouve-moi un iPhone à 100 euros, s'il te plaît. Donc, on est Ça aurait été parti. sympa, ça. Ça aurait été sympa, ça. Donc, il demandait, voilà, il y a combien le 13 Pro Max et tout. Donc, bah, à 100 euros, on n'a rien du tout. Hein. Surtout pas un Pro Max, tu vois. Mais ici, on a des vieilles gammes, des vieux modèles. Et Peut-être un arrête iPhone. à quoi? 100 euros. À 100 euros, c'est lequel que tu as, franchement? Tu dois avoir un iPhone 7 qui est obsolète et qui fonctionne plus aujourd'hui avec les applications. Mais tu n'as rien du tout, tu vois. Mais Là, voilà, j'avais vu la maison, la maison, les tiny house qu'on a visité pour le prix ouais. d'un iPhone. Pour le prix d'un iPhone. Après, je pense qu'il y a des gens qui cherchent les vues. Donc tout est bon pour voilà, tu mets un gros titre et c'est parti, tout le monde va cliquer, tout le monde va aller Exactement. voir et tout le monde tombe dans le Exactement. piège. Mais bon, il faut pas être bête pour savoir qu'un iPhone à 100 euros, bon, il y en a pas quoi. Parce que est-ce qu'il y a réellement une économie à acheter les téléphones en Chine en reconditionné? Ou est-ce que c'est Alors, risqué justement avec honnêtement, les non. fichiers? Après, pour certains pays, tu as vu, bon après il y a plusieurs publics. Pour nous, l'Europe, c'est quand même assez risqué. Nos clients sont très exigeants. Il faut que les téléphones soient vraiment bien reconditionnés. Après, ce qu'on peut trouver, on trouve beaucoup des téléphones qui sont reconditionnés avec des pièces de très mauvaise qualité. Bon, ça part Mhm. beaucoup pour l'Afrique. Bon, tu as bien vu, quand on a fait le marché là-bas, il y a beaucoup d'Africains hein, d'un peu tous les côtés, tu vois. Et eux, ils achètent, tu vois. Bon, ils n'achètent pas non plus des centaines de pièces. Hein. Ils achètent quelques pièces souvent pour amortir leur voyage, etc., etc.
Mais moi, Hmm. je pense que c'est mieux d'acheter ici. Moi, j'achète ici, hein, j'achète ici en Europe. Parce qu'en fait, j'ai un partenaire, il me cache pas, je sais combien il paye, je connais les prix en Chine et je connais les marges qu'il prend. Donc, il prend pas des grandes marges, mais il fait vraiment, il travaille la quantité. Et l'avantage, c'est que quand il y a des problèmes sur certains appareils, des pannes qui sont pas réparables, bah, c'est que vous pouvez lui ramener et il vous le change et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de perte, quoi. Alors qu'en D'accord. Chine, une fois que tu as acheté, pour aller leur rendre l'appareil et te faire rembourser, c'est très très compliqué. Ils aiment bien encaisser et ils n'aiment pas quand l'argent doit repartir en sens inverse, tu vois. Ouais, c'est même acheter une caméra, tu vois, des fois Ouais, on demande à DJI et tout ça, je leur dis, ah, achetez-la chez vous. Vous c'est allez mieux. rien gagner quasiment, vous l'achetez chez vous, vous êtes sûr, tu vois. J'étais parti voir, tu vas gagner faire une économie de 50 euros, tu vois. Alors, si tu as un problème, la garantie, bah, tu vas pas pouvoir la faire fonctionner ici, tu vas devoir aller là-bas. Enfin, ça Exactement. sert, c'est des mauvaises économies, moi, j'appelle ça en fait. Bien, Mehdi, si tu le veux bien, je vais mettre fin à l'interview et je vais te garder en off. On va discuter ensemble. Avec plaisir. Je vais te laisser le mot de la fin, Mehdi. Ben, bienvenue à tous ceux qui veulent prendre le stage. Je suis là, je les attends. Il n'y a pas de souci et franchement, ils seront pas déçus du voyage, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, puis cliquez dans la description, dans les commentaires pour avoir plus d'informations sur le stage de Mehdi. Et je vous dis justement, il y a une vidéo sur la téléphonie mobile. N'hésitez pas à la visionner. C'était lors de notre dernier stage au mois d'avril. Ta réussite, tu la mérites.